bienvenue à Manga Badass. Alors dans cette vidéo on va s'attarder sur les fins de série, c'est-à-dire des séries dont je vous ai déjà présenté le premier tome puis les 3 premiers tomes. Et donc là je vais vous donner mon avis sur l'intégralité de la série. Donc on se base sur des mangas qui ont entre 7 et 6 tomes. Et on va commencer tout de suite avec Beastarius. Dans le premier tome, nous faisons connaissance d'un monde d'heroic fantasy dans un décor de Rome antique à travers les arènes, les gladiateurs et ces monstres antiques. Donc le titre de Beastarius tient du fait des héros, des grands gladiateurs qui ont marqué leur temps. Voilà, on les appelle les Beastarius. Et nous allons faire la connaissance d'un jeune garçon qui va entretenir une relation intime avec le dernier des Viren, une race de dragons disparus. Leur relation va plus s'apparenter à une relation de maître à élève, puis de compagnon d'armes, pour ensuite véritablement s'attarder sur une relation père et fils. Dans ce premier tome, nous suivons également d'autres personnages qui semblent évoluer dans le même décor. Mais on comprend finalement que ça se déroule avant l'histoire précédente. Et cette histoire semble privilégier la relation de deux frères, deux demi-frères, donc entre un humain et un minotaure. Comme j'ai déjà pu le dire dans une autre vidéo, honnêtement, ce tome se suffit à lui-même. On pourrait vraiment le prendre pour un one-shot. Ce que j'ai fait d'ailleurs au début. Mais en tant que one-shot, voilà, c'est une bonne petite histoire, mais sans plus. Et heureusement, ça ne s'arrête pas là. Cette œuvre prend véritablement plus de sens et plus de valeur à partir des 2 prochains tomes. Le tome 2 et le tome 3 s'attardent sur Arthur et ses compagnons, donc qui vivent des péripéties également et puis qui se retrouvent dans cette arène de gladiateurs, tout comme les histoires précédentes. Alors, a priori, cette histoire semble avoir très peu de lien avec les précédentes, mais au contraire, ce sont les pièces maîtresses d'un même puzzle, avec entre autres le retour d'un personnage emblématique. Encore une fois, la lecture pourrait s'arrêter à la fin de ce 3e tome, et c'est un peu ce que j'ai fait, j'ai repoussé le plus possible la lecture du 4e tome, tellement la fin me plaisait. Pourtant, la lecture du 4e tome est toujours aussi efficace, on fait la connaissance d'un légionnaire, donc on se retrouve carrément dans l'autre camp, et ainsi on assiste au retour de plusieurs personnages. C'est un très bon tome, mais clairement à partir de là, on ne peut plus en rester là. On comprend que la fin se déroulera 2 tomes plus tard. Je ne voudrais pas m'attarder dessus, si vous ne les avez pas lus, je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir de la découverte. Par contre, à la fin de la vidéo ou à la moitié, on verra comment ça se sera organisé. Je reviendrai sur 2-3 choses, mais je prendrai le temps de vous dire de quitter afin de ne pas vous spoiler. C'est une lecture en 7 tomes que je recommande chaudement. Cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur le couvent des damnés. Dans les mêmes circonstances que Beastarius, après avoir déjà parlé des 3 premiers tomes, je vais m'attarder et donc donner mon avis sur la série dans son intégralité. Donc un premier tome assez fort qui nous présente le personnage principal et ce qui fait d'elle un personnage au caractère aussi marqué et à l'esprit aussi aiguisé. Dans ce 2e tome, notre héroïne va commencer à se faire des alliés dans le couvent, mais elle va aussi se rendre compte de ses limites, bien qu'elle soit habitée par un esprit vengeresque contre l'ordre qui a détruit sa vie. Dans ce 3e tome, l'héroïne continue à repousser ses limites, ainsi que les personnages secondaires, donc ses alliés, où eux aussi se retrouvent face à des dilemmes, et d'autant plus qu'une nouvelle alliée fait son apparition. Alors le 4e tome, qui n'est pas forcément mon préféré, est un tome où on met en place tout un plan d'évasion où plusieurs éléments remettent tout en question. Le tome 5, quant à lui, accélère le rythme du manga dans le bon sens, et là on peut se dire que le dernier tome arrive, et ce sans précipitation, et ça c'est vraiment pas mal du tout. Et on arrive au tome 6 qui est ma foi très bien traité. Donc je suis assez content que la série finisse au bout du 6e tome. Je pense pas qu'un 7e aurait été très utile. Néanmoins, j'aurais 2-3 trucs à dire. Et tout comme Beastarius, je vous retrouve peut-être à la fin de cette vidéo pour revenir sur une zone de spoil concernant ce dernier tome. On continue avec Biomega. J'ai déjà parlé du premier tome de Biomega, qui pour moi est une réussite totale, mais vraiment un des best of the best pour moi. J'aime tout dedans, le rythme, les dessins,
les personnages, l'histoire qui n'est pas trop compliquée, surtout que tout s'enchaîne. Et c'est là qu'est la difficulté de ce tome, c'est que dans l'action, tout s'enchaîne tellement vite que tu n'as pas le temps de te régaler des planches en fait. Donc une relecture est véritablement imposée et c'est un vrai plaisir. Le tome 2, lui, reste tout aussi efficace. Tu sens quand même qu'ils ont levé le pied un petit peu. Tu prends déjà un peu plus le temps et tu n'auras pas fini ce tome-là en 10 minutes top chrono. Le tome 3 est toujours un délice. Le dessin, les scènes d'action. Pour ceux qui aiment le genre SF, cyber, franchement l'univers Tutu-Monier est présent. Par contre, tu commences à te dire que le scénario est plus complexe que tu n'aurais cru. Et le tome 4 enfonce le clou. Là, il faut vraiment s'accrocher, d'autant plus que lorsque tu atterris un petit peu dans l'espace, tu sens que le graphisme change, tu sens qu'il y a moins de mouvement, tu sens que les trames servent moins l'action, tu n'as plus ces sensations un peu folles que tu avais dans l'action, et pour dire la vérité, tu sais plus trop où tu es non plus, un peu comme le héros, je pense. Et dans le tome 5, tu suis l'histoire, tu continues, mais graphiquement tu comprends plus. Hein. Tu as l'impression d'avoir fait un voyage dans le futur et que tu te retrouves avec un style graphique qu'il aura plus tard dans Knights of Sidonia. Franchement, je comprends pas. Alors, à part peut-être que c'est vraiment pour marquer lorsqu'ils sont dans l'espace ou même dans le futur, je sais pas trop, c'est très particulier. Et dans le tome 6, pour être honnête avec vous, je ne comprends pas tout. Alors, forcé qu'une relecture et une autre lecture m'aideront à tout comprendre, néanmoins, ça reste une très 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 belle œuvre. Les 3 premiers tomes sont quelque chose, mais vraiment, c'est du pain béni. Je pense sérieusement à me les prendre en physique, au moins les 3 premiers tomes, parce que vraiment, c'est du pur bonheur. Mais voilà quoi, que ce soit le dessin, les personnages ou l'histoire, il faut noter quand même qu'il y a une grosse inégalité dans l'œuvre tout entière, dans son intégralité. Et de dorénavant, nous passons à la partie spoil. Bon, on arrive à la partie spoil de Beasterious, ce sera très court en soi, c'est juste que on s'attache à des personnages qui meurent. Alors c'est très efficace, hein, on n'a pas envie de perdre Arthur, on sait qu'on va perdre Finn, mais au bout du bout, on espère ne pas le perdre. Et tout ça, en fait, pour un empereur de pacotille faible, voilà quoi, qui arrive quand même à se débarrasser, à nous faire débarrasser de nos personnages favoris parce qu'ils n'ont pas osé le tuer, parce qu'ils ont tous eu l'occasion de le tuer. Donc voilà, c'est juste le traitement de cette saga donc, qui est très bonne jusqu'au 3e tome, jusqu'au 4e tome. Au 5e, assez intéressant parce que voilà, on a affaire à un autre personnage, c'est bien trouvé, un autre père et son fils, c'est bien trouvé. Une espèce de chimère qui a lui-même adopté, mais qui est carrément méchant et qui a une vraie confrontation avec le dernier Viren, ça c'est pas mal, franchement c'est bien joué. En fait, ce qui est dommage dans cette série, c'est que tu as l'impression d'assister à des sacrifices de pères de famille pour rien. Voilà, concrètement. Donc il y en a un qui sacrifie, puis après tu en as un autre qui se sacrifie, alors que franchement, ils ont tous. Tu mets les trois quatre ensemble, ils ont tellement la puissance. Tu mets Finn, tu mets Zénon, tu mets Arthur, tu mets Légionnaire et tu mets l'autre saleté là, qui a été adopté par la chimère. T'as une Magnana qui peut détruire l'Empire. Enfin voilà, c'était le petit coup de gueule, je sais pas. En tout cas, ça joue avec nos sentiments, c'est pas très très cool. Et cette fois-ci, alors pour ceux qui n'ont pas suivi le couvent des damnés, on arrive dans une partie spoil et je voudrais parler précisément du dernier tome. Alors en soi, il est bien traité, mais moi il y a un truc qui me titille dans ce dernier tome. Donc franchement, il se finit comme on a envie qu'il se finisse, comme on sait qu'il va se finir aussi, parce que le premier tome nous montre un petit peu, nous donne les grandes lignes de l'histoire. Lorsqu'on arrive à la scène finale en fait, où notre héroïne cherche à tuer la prêtresse. Déjà, c'est assez étrange que le moine là, qui est en hauteur pressent un danger, mais en fait, non. Bon, voilà. Ok, si on veut, on l'élimine d'un coup comme ça, à partir d'une décision. D'accord. Ensuite, t'as la prêtresse dans le premier tome, elle a l'œil acéré, elle voit tout normalement. Et là, elle voit pas le danger venir. Bon, elle a juste le temps de mettre son avant-bras pour se protéger. Mais bon, tu reconnais pas l'œil de lynx qu'elle avait, quoi. Elle a quand même vu la meuf dans le premier tome
aller dans un arbre pour essayer de la flécher, quoi. Moi, bah tranquille, tu te représentes devant moi, je te laisse. Si tu veux mettre un coup de couteau, essaye. Ok. Et d'autant plus, son garde du corps. Pareil, dans le premier tome, tu le vois arrêter toutes les attaques envers elle. Le mec super balèze pour passer cette muraille, chapeau. Et là, il intervient une fois et c'est tout. On ne le voit plus. On ne le voit plus. Il n'y a plus de muraille. Donc voilà, j'ai dû louper une page. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le garde du corps a complètement été effacé. Une intervention et on n'en parle plus. Donc c'est le petit goût amer. Je pense pas qu'il y avait besoin de faire un deuxième tome, mais tu aurais pu rajouter, je sais pas, une dizaine de pages pour mettre en œuvre ces actions-là, ne serait-ce que le garde du corps, euh, ne serait-ce que un petit froncement de sourcil, je la reconnais elle, enfin je sais pas, quelque chose quoi. Euh, ne la laissez pas venir comme fin, je sais pas, tu vois. Elle me laisse un petit goût amer cette petite fin par rapport à cette dernière scène, la scène où elle arrive à trucider sa pire ennemie. Enfin voilà, c'était la partie spoil, elle est finie. À partir de là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai d'autres fins de série à vous parler, donc on se retrouve bientôt. Ciao, prenez soin de vous.